La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 26 septembre 2025, le dernier de la semaine. Il s'appelle ce matin « Jamais content ». L'investisseur a la critique facile et la mémoire courte, un petit peu comme tout le monde en fait. Après avoir vilipendé la Fed pour sa réticence à baisser les taux, eh bien il n'est pas loin de lui reprocher de l'avoir fait alors que l'économie américaine ne donne pas tant de signes de faiblesse que ça. Bilan des courses, 3 jours consécutifs de baisse à Wall Street, une baisse modérée, mais une baisse quand même. Il aura donc suffi de quelques indicateurs macroéconomiques robustes aux États-Unis pour que le marché se demande si la Fed a bien fait de baisser ses taux la semaine dernière. Oui, ce même marché qui avait mis une grosse pression à Jérôme Powell et à son équipe pour qu'ils assouplissent la politique monétaire. Le marché obligataire et le marché des changes commencent à douter que la Banque centrale va poursuivre dans cette voie. Les traders, eux, ils restent pour l'instant persuadés que les baisses de taux vont continuer, mais les premières défections sont apparues hier. Je rappelle que la baisse des taux, davantage encore que la bonne tenue de l'économie aux États-Unis, est un puissant moteur de la hausse récente. Sa remise en cause, évidemment, ne plaît pas à Wall Street, qui accuse donc 3 séances d'affilée dans le rouge et qui voit ressurgir les interrogations sur l'existence d'une bulle spéculative. Voilà pour la grosse histoire de la semaine. Mais bon, comme on est vendredi et que j'essaye toujours d'avoir des contenus un peu plus légers le vendredi, j'en profite pour changer un peu de sujet, même si on reste dans le thème de la bulle. J'ai en effet découvert qu'UBS publie chaque année un indice mondial de bulles immobilières qui concerne les grandes villes en surchauffe. Alors bon, ok, je débarque un petit peu, il paraît qu'il est très suivi cet indice, mais pour ma défense, je dois vous signaler que je reçois chaque jour en moyenne 600 mails d'études et d'analyses, qu'elles proviennent de banques, de gestionnaires d'actifs, d'agences de presse, de brokers et de spécialistes en tout genre, sans compter quelques centaines d'autres sur tout et n'importe quoi. Heureusement que les filtres automatiques existent. Donc UBS était passé à la trappe de l'archivage de ma boîte mail hier, probablement entre le dernier communiqué d'un influenceur finance qui a écrit sa biographie à 19 ans et demi et la demande de correction de l'agence de presse d'un groupe américain qui fut autrefois une librairie en ligne, nous demandant de changer un titre pas assez complaisant à son goût parce que bon, il licencie des gens certes, mais ils sont quand même sympas. La preuve, leur logo est un grand sourire et si ça c'est pas un signe de sympathie, eh ben je sais pas ce que c'est. Mais je m'égare un peu, revenons à cette étude sur les villes en bulle immobilière. UBS explique que les dites bulles immobilières surviennent quand les prix se détachent durablement des revenus, des loyers et des fondamentaux économiques. La banque prend quand même soin de préciser qu'elle évalue ce risque mais ne prédit ni la date ni l'ampleur d'une éventuelle correction. C'est commode, c'est un peu comme quand je vous dis au doigt mouillé que le marché action est solide en ce moment et qu'il baisse pendant 3 jours dans la foulée. Bref, la grande ville la plus risquée de la planète en matière d'investissement immobilier actuellement, ce serait Miami. Après 15 ans de hausse effrénée des prix, la ville floridienne ralentit et des tensions apparaissent. En position 2, on retrouve Tokyo et en position 3, Zurich. La capitale financière suisse, pour vous donner une idée, a vu ses prix bondir de 60% en 10 ans, soit 2 fois plus vite que ses loyers et 5 fois plus vite que les revenus des gens qui y habitent. Pour l'anecdote, c'est Madrid qui affiche la plus forte progression annuelle. En effet, la capitale espagnole a l'air de devenir un endroit à la mode avec des loyers en hausse de 10% et des prix en progression de 15% sur un an, toujours selon UBS. La clientèle internationale a dopé la demande à Madrid et les autorités tentent de refroidir les prix à coup de contrôle des loyers et de réduction des Golden Visa. Pour autant, Madrid ne serait pas en situation de bulle selon UBS, juste en phase ascensionnelle. J'ai aussi retiré 2 autres enseignements intéressants de cette étude. Alors d'abord, il faut 14 années de salaire d'un travailleur qualifié du secteur des services pour pouvoir acheter un appartement de 60 mètres carrés près du centre-ville de Hong Kong. C'est un petit peu mieux qu'à Paris puisqu'il faut 12,5 ans dans la capitale française et à Londres 12 ans pour la capitale britannique. Ceci dit, ni Hong Kong, ni Paris, ni Londres ne figurent dans le haut du classement des villes bullesques d'UBS. Le second enseignement, c'est qu'il faut environ 43 ans de loyer pour couvrir le coût d'achat d'un appartement à Zurich, ce qui constitue un record, et il faut environ 39 ans de loyer pour couvrir l'achat d'un appartement à Munich et à Genève. Alors si je me fie aux chiffres d'UBS, notre bonne vieille ville d'Annecy où Zone Bourse a ses quartiers et où nos pauvres jeunes recrues ont toutes les peines du monde à trouver à se loger, ne ferait pas vraiment pas le figure dans ce classement. Sur la base des données de l'INSEE et de l'immobilier local, acquérir 60 mètres carrés bien placés en centre-ville nécessiterait 6 ans d'un bon salaire local dans les services, soit l'équivalent de Los Angeles ou de Francfort
Francfort dans le classement UBS. Quant au ratio prix sur loyer, il émargerait autour de 24 fois à égalité avec Amsterdam et devant Toronto. Heureusement à Annecy, le reblochon reste bien meilleur marché que dans ces deux villes. Pour en revenir à des considérations un petit peu plus sérieuses ce matin, le secteur pharmaceutique est sous surveillance aujourd'hui. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur toutes les importations de médicaments brevetés à partir du 1er octobre, à moins que leur fabricant n'ait déjà commencé la construction d'usines de production aux États-Unis. Hier, c'était les entreprises spécialisées dans les appareils médicaux qui avaient flanché après l'annonce de l'ouverture d'une enquête américaine sur les importations de ces produits. Donald Trump a manifestement décidé de repartir au charbon sur les droits de douane. Il a aussi annoncé des surtaxes de 25% sur les camions et de 50% sur les éléments de cuisine et de salle de bain. Pourquoi, je ne sais pas trop. Et pour couronner le tout, des rumeurs circulent sur un nouveau tour de vis dans les semi-conducteurs pour réduire la dépendance des États-Unis à l'extérieur. Ça fait des dégâts ce matin, notamment en Corée. On aura encore droit à une grosse série d'indicateurs macro aux États-Unis aujourd'hui, et compte tenu du changement d'ambiance de ces derniers jours, si les données sont robustes, on aura notamment revenus, dépenses et confiance des ménages, et que l'inflation PCE est un peu trop élevée, eh bien la thématique « Oh mon Dieu, ils ne vont plus pouvoir baisser les taux » risque de se renforcer et de commencer à se voir dans les pronostics des traders. Dernier point, la tension monte avec la Russie. Les États-Unis sont en train de serrer la vis et il y a des rumeurs qui laissent penser que les Européens ont fait savoir à Moscou par le canal diplomatique qu'ils seraient prêts à abattre les jets de combat russes qui feraient de la provocation. En Asie-Pacifique ce matin, tous les marchés baissent à l'exception de l'Australie qui clopine vers une clôture stable. Les replis sont contenus à moins de 1% en Inde, au Japon et en Chine. La Corée du Sud, elle, chute de 2,5%. Elle est plombée par son secteur pharmaceutique et technologique. Les indicateurs européens pour l'instant ils sont plutôt haussiers, mais la volatilité accrue du jour rend la tendance plutôt fragile. Du côté de l'actualité des sociétés en France, EssilorLuxottica a annoncé que la FDA a autorisé la mise sur le marché du verre Essilor Stellest. SPIE a lancé la 9e édition de son programme d'actionnariat salarié. Alten a publié un résultat opérationnel en baisse au premier semestre, mais a confirmé ses objectifs annuels, et Mint va fournir de l'électricité au groupe Ricobono. On a pas mal de publications de résultats de mid-cap encore aujourd'hui, notamment Equasense, Exaom, CGDIM, Xila, Minvibes, Iconicis, Preatoni, Balio, Ecoslops, Abionics, etc. Il y en a encore d'autres. Ailleurs en Europe, Unicredit pourrait rendre son conseil d'administration un petit peu plus allemand pour séduire Commerzbank, c'est une info du FT. Generali et BPCE ont poursuivi leurs négociations qui doivent aboutir d'ici au 31 décembre à la création d'une co-entreprise dans la gestion d'actifs. OLX, la filiale de Prosus, a conclu un accord en espèces de 1,1 milliard d'euros pour racheter la centrale au fonds Providence. Volkswagen a fait savoir que sa production sera réduite dans les usines de véhicules électriques de Svico et d'Emden, selon FAZ. Brunello Cucinelli en Italie a déclaré maintenir une conformité totale avec la réglementation de l'UE dans le cadre de ses opérations sur le marché russe. La société a été attaquée par des vendeurs à découvert qui se sont appuyés sur ces révélations pour faire reculer le titre. Just Eat Takeaway annonce le licenciement de 450 employés. Le président du conseil d'administration de Siegfried quittera ses fonctions en avril 2026 et Moody's a relevé la note crédit de Warehouse Depot de Baa1 à A3 et a modifié la perspective de positive à stable. Côté Amérique du Nord, Costco réagit peu après la clôture, après les trimestriels qui ont été publiés et qui sont proches des attentes. Intel, pour sa part, aurait approché TSMC pour un investissement ou un partenariat, selon le Wall Street Journal. Amazon devra payer 2,5 milliards de dollars pour régler l'affaire Prime avec la FTC, ça c'est une info de Bloomberg, et selon The Information, Meta est en pourparlers avec Google pour utiliser Gemini afin d'améliorer le ciblage de ses publicités. Palo Alto Networks a obtenu la résiliation anticipée de la période d'attente légale pour la fusion avec CyberArk. La division informatique de General Dynamics a obtenu un gros contrat de 1,5 milliard de dollars. Turkish Airlines va commander 75 B787 supplémentaires à Boeing. La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du Kinsula d'Eli Lilly. Technip FMC a remporté un gros contrat subsea au Guyana. Et Donald Trump a signé un décret déclarant la vente de TikTok prête et l'évalue à 14 milliards de dollars. Oracle serait au capital. Dans le reste du monde, les États-Unis enquêteraient sur l'Indien Wary pour l'évasion tarifaire supposée dans le domaine de l'énergie solaire. Le Chinois Horizon Robotics lève 821 millions de dollars dans le cadre d'un placement et on n'a pas de publication aujourd'hui dans le reste du monde. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.